La résistance ou l'observation. Tout n'est qu'expression et manifestation. Nous vivons dans l'extérieur en y trouvant des solutions pour remédier à nos problèmes. Nous sommes sur la croûte terrestre et nous bougeons comme le fait Dame Nature dans la totale manifestation des choses au gré des tempêtes ou de météo clémentes. Ainsi, nous cherchons désespérément une joie existentielle, mais elle passe par une discipline de soi ou par l'emploi des stimulants de la vie. On voudrait sublimer, refouler ou dépasser la pensée sans réellement la comprendre. Pendant le cursus de l'éveil, nous comprenons soudainement que l'extérieur bouge sans cesse dans un processus de naissance et de mort et qu'il est par conséquent inutile de s'attacher à lui. C'est alors que nous passons par des moyens subterfuges, ésotériques, philosophiques, du nouvel âge ou le retrait dans l'isolement pour discipliner la pensée. Toute la vie, nous luttons contre cette diabolique impermanence où nous ne pouvons décidément faire confiance à cause de son usurpation. Mais n'y a-t-il pas aussi une forme de résistance dans tout cela ? N'avons-nous pas compris que nous étions justement le mouvement indissociablement ? Comme d'habitude, la pensée sépare le penseur et nous avons envie de la maîtriser par de la puissance ou des divertissements. Elle sépare toujours de l'observateur et fonctionne uniquement par des nominations, des classifications ou des analyses propres à chacun. À cause de la division entre le penseur et la pensée, nous sommes finalement du fini et nous ne pouvons pas rencontrer l'infini. N'avez-vous pas remarqué que la compréhension venait à une seule condition, celle d'une pause du mental prêt à accueillir l'immobilité vraie, celle du silence de l'esprit? C'est la même entre une pensée ou entre deux notes d'une musique. Bien entendu, vous l'avez compris, la discipline de l'ego est une utopie de premier degré. Car nous passons notre temps à vouloir du plaisir et recommencer l'expérience par une continuité. Mais le problème dans tout ce fonctionnement complètement maladroit est que nous désirons obsessionnellement immobiliser l'instant plaisir qui n'est qu'en fait notre temps à nous, propre à nos interprétations de notre vie ordinaire. Et voilà que cela recommence. Nous continuons dans l'expérience comme traînés dans un courant d'action et de réaction. Car c'est bien notre esclavage ou notre ignorance de la matière. Plus nous nous situons à l'extérieur de notre moi et plus nous sommeillons d'une véritable conscience à la portée de tout le monde. En effet, à cause de cette ignorance, ou la méconnaissance de notre identité originelle, nous vaquons à proprement dit sous l'influence de la cause et de l'effet. Mais après tout, dès qu'une pensée surgit et qu'on y prête une importance, elle est antagoniste et est déjà dans la réaction. Nous sommes en vérité un avec nos pensées, et le comprendre est nécessaire. Jamais la séparation a eu lieu entre le penseur et la pensée, sauf sous la présence du contrôleur. Le mot de métamorphe désigne très bien l'unicité de nos pensées, qui sont intégrantes à soi. Nous avons enfin compris l'impermanence du monde, mais maintenant il faut prendre conscience la portée de nos créations. Oui, il ne suffit pas de comprendre le faux de l'extérieur, mais aussi celui qui est dans nos têtes, nos vieux cerveaux. C'est l'objet d'une deuxième illusion que nous entrevoyons. Pour pratiquer le discernement, il convient de voir directement le mouvement de nos pensées, de nos créations, aussi subtils qu'ils sont, car dans le faux, il s'y trouve toujours du faux.
à une échelle plus raffinée. Ce n'est évidemment pas facile de reconnaître l'invisible illusion, surtout que nous en sommes les maîtres précurseurs. Nous bâtissons une connaissance lumineuse par nos observations dans l'instant présent de nos actes. En effet, il s'opère un véritable miracle de la vie uniquement par une observation de l'action comportant l'idée séparatiste. L'action est toujours vraie, immédiate et spontanée, mais à cause de l'intervention de la pensée, elle est dénuée d'intérêt et seule l'idéologie prime. Nous avons vu que le penseur crée une contradiction entre la pensée et qu'il y a indubitablement un contrôle par des moyens et des sacrifices sans grand intérêt. Justement, à cause de la distinction de l'idée, il intervient une continuité d'expérience. De ce fait, jamais l'acte de voir a vraiment lieu. Car si nous observons directement l'acte, nous y verrons d'une part la pensée connue, mais aussi tout son mécanisme. Donc, nous nous rencontrons vraiment et magiquement, nous comprenons à l'instant présent, puisqu'aussi l'acte est vrai. Nous créons de la vie en élargissant notre conscience et à contrario, le travail par l'effort, sans l'ouverture de l'esprit, n'amène que la frustration. Nous allons décoder notre mémoire par l'analyse méticuleuse, mais dans l'action. La cause est toujours précédée de l'effet. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'introduire une connaissance pour cesser cette chaîne discontinue. Nous en sommes les créateurs et notre responsabilité est de connaître notre véritable nature, notre centre, où décidément tout part. C'est une intégration dans l'invisible ou une immobilité dans nos cellules conditionnées qui s'effectue à travers l'observation passive et nous construisons par ce fait notre véritable corps de lumière, celui de notre être-té. Comprenez que ce n'est pas uniquement un silence obtenu par la compréhension de l'illusion du monde physique, mais c'est une exigence à l'échelle, cette fois-ci mentale. C'est de l'intemporel, au niveau psychique, que nous voulons, et non par une unique lucidité d'un monde apparent. Ainsi, l'intégration qui est le contraire de la contradiction de la nouvelle réalité supérieure s'effectue par une unique observation de nos créations. La seconde illusion, pour en connaître à juste titre notre centre intemporel et silencieux co-créateur. Nous parlons de retourner à la source tout simplement. Pourquoi vouloir faire compliqué à force d'immobiliser le plaisir alors qu'on peut faire simple à regarder vraiment authentiquement et sans jugement nos pensées à travers nos relations de tous les jours? En effet, le relationnel prend une place particulièrement importante car nous pouvons être attentifs à l'action du moment pour créer un acte vrai, celui de la conscience. Vouloir se rencontrer vraiment dans nos relations de partage nécessite du courage et beaucoup d'énergie. Il est donc nécessaire de prendre son temps et de ne pas chercher à culpabiliser. Chercher la vérité par l'acte de la relation est l'unique transformation, ouverture de la conscience. Tout est relation et expression par nos interprétations de chacun. Et la mise en évidence par le discernement concernant l'acte de la relation nous libère de la chaîne karmique.
Nous avons pourtant insisté que le travail de la conscience se réalisait seulement par l'outil merveilleux qu'est le moment présent, le contact direct de l'extérieur, par une attention de l'acte sans jugement. Au lieu de refuser l'illusion, car elle nous fait peur, nous la côtoyons en l'analysant minutieusement et nous ne cherchons pas les moyens de puissance pour contrôler notre pensée. Il y a des gens qui font bonne figure en exprimant leur véritable bonheur du fait qu'ils emploient les techniques de reconnexion des chakras ou du travail des énergies. La libération de l'esprit ne s'obtient que par la conscience et non évidemment par des stimulations du nouvel âge. Il y en a même qui s'autoproclament maître ou grand canal channeling pour enfin poser ou faire du mimétisme, mais toujours pour éviter la vraie confrontation, celle du moi profond et de l'invisible. Alors bien entendu, ils font tout en leur pouvoir pour maintenir leur royauté à cause d'une exclusivité et d'étiquette. Finalement, tout est dans une acceptation totale et quasi intense. Si nous ne passons pas notre temps à refuser et à créer de la résistance à la vie, le simple regard d'une fleur prend une dimension intense et non amplifiée, comme le font nos obsessions démesurées. Nous vibrons à l'unisson et chaque cellule de notre corps se souvient de sa véritable nature intrinsèque à tout l'extérieur. Le mouvement n'est plus et se transforme en une pause ou un silence. Il se passe un véritable compromis entre la dualité et l'intemporel, de sorte à sentir enfin le tout vivant en chaque chose. Nous y reconnaissons notre centre, notre moi profond, la nature supérieure dans l'action, et nous vibrons par conséquent tous ces parfums des fleurs. Le déplacement d'un papillon prend une autre signification, où l'instant est unique et intense. L'intensité est le contraire de la puissance, et nous savourons chaque moment dans une totale lucidité passive, sans interprétation égotiste. Nous ne faisons qu'un avec l'extérieur par ce nouveau fonctionnement qui est le contact direct. Nous avons construit une nouvelle conscience par la contemplation et nous avons été pénétrés de l'invisible, ce prodigieux miracle qui est l'acte de la conscience.